Je pense pas qu'au début, j'étais hyper inquiète. Enfin, je me suis dit, je vais aller faire mon suivi. Je vais aller voir ma gynéco. C'est elle qui m'avait accouchée. Donc j'avais un bon rapport. J'étais vraiment à jour dans tous mes suivis. Après, quand j'ai commencé à voir à la vitesse où ça allait, donc où elle m'a dit, on va faire une écho tout de suite. Je me suis dit, bon, c'est sans mauvais quand même. Donc j'avais annulé mes rendez-vous de l'après-midi. J'ai fait cette écho. Après, tout de suite, je pense assez rapidement, je me rappelle plus, c'est dans le jour qui suit, j'ai eu la biopsie. Donc on m'a fait tout de suite. Bon, donc ça commence à monter là. Et la biopsie, je pense que ça a pris 2 semaines en tout entre la première écho et les résultats de la biopsie. Alors les résultats de la biopsie, je me rappelle très bien parce que j'ai appelé ma gynéco un vendredi du bureau, puisqu'elle m'avait dit que j'aurais les résultats le vendredi. Et je l'ai appelée et donc elle me répond Hello sweetie, avec son air très Hello sweetie, how are you? Et elle me dit je voulais pas t'appeler aujourd'hui, je voulais te laisser passer un bon week-end. Et donc je dis ça sent pas bon. Et elle me dit no, can you come and see me? Bon, je dis ouais. Donc je sentais que c'était pas bon. Si elle voulait que je vienne la voir, donc j'étais au bureau, donc j'étais en pleurs. Mon mari est venu me chercher, donc j'ai été voir ma gynéco ce jour-là, donc qui m'a annoncé donc oui, les résultats étaient pas bons. Et en plus ils étaient double pas bons, c'est que donc c'était cancéreux et j'avais un triple négatif. Nelson Mandela a dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais bien la capacité à la surmonter. » Et je peux vous dire que la French Expat de cette semaine, du courage, elle en a à revendre. En ce début du mois d'octobre, aussi connue sous le nom d'Octobre Rose, j'ai choisi de vous présenter Séverine Tarrer, une Française établie à New York depuis une quinzaine d'années. Son histoire, on va la raconter en 2 volets. Dans cet épisode, tout d'abord, dans lequel Séverine va nous raconter son combat contre le cancer du sein, un cancer triple négatif dont elle est aujourd'hui guérie, puis rendez-vous mercredi pour parler avec elle du système scolaire new-yorkais. Il y a quelques années, alors qu'elle récupère d'une course solidaire, Séverine découvre une masse dans son sein. Sans grande inquiétude, elle prend tout de même rendez-vous, sans tarder, auprès de sa gynéco qui prescrit des examens complémentaires. Et comme vous venez de l'entendre dans l'extrait du début de cet épisode, c'est alors que s'est mise en marche une machine de guerre, rapide, costaud, au sein même d'un des plus grands centres anticancéreux au monde, avec un objectif, guérir Séverine. Dans cet épisode, aujourd'hui, Séverine nous raconte son cheminement personnel. Un cheminement qui lui demandera de gérer famille, travail et traitement, tout à la fois. Malgré des moments de stress, elle réussit à garder sa détermination et à se relever. Alors comment Séverine a-t-elle géré cette période difficile de sa vie? Comment est-ce qu'elle a partagé sa maladie avec ses proches? Et comment est-ce que tout ceci a influencé son parcours de guérison? Après avoir un premier temps gardé cette période de sa vie pour elle, sur un blog privé, Séverine veut désormais utiliser son histoire afin de sensibiliser. Et c'est un véritable tournant dans sa démarche. Elle ouvre son cœur à ses proches, mais à vous aussi, chers auditeurs et auditrices de French Expat, mais une fois seulement après avoir guéri. Aujourd'hui, Séverine sait l'importance de donner de la visibilité à cette maladie. Et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Belle écoute. Je suis Séverine, je suis depuis peu franco-américaine, puisqu'après 16 ans aux États-Unis, ça y est, j'ai le passeport bleu. Je travaille dans les études marketing, donc depuis une vingtaine d'années. Et j'ai 2 grands-enfants, qui est le plus grand part bientôt à l'université. Et voilà, j'adore ma vie à New York. T'as quel âge, sans indiscrétion? J'ai 44 ans. Et tu viens de quel coin en France? Je viens de la Sarthe. Alors la Sarthe, pour le situer, ce que je dis toujours aux Américains, c'est on prend la Normandie, on prend la Bretagne, on trace une croix et c'est la Sarthe. Et c'est vrai géographiquement. J'ai eu l'explication que c'est le croisement de la Normandie et de la Bretagne. Donc dans les terres. Ah, c'est vrai. Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter un petit peu à quoi ressemblait ta vie finalement il y a 16 ans ou peut-être 17 ans, j'en sais rien, avant de partir? Qui était la Séverine de avant? Et voilà, comment est-ce que l'étranger s'est présenté à toi? Moi, j'ai toujours eu une carrière, on va dire, internationale. En fait, j'ai fait des études de langue, donc il y a une vingtaine d'années, parce que j'avais justement l'envie de voyager. Je voyageais par les clients de mes parents qui avaient des chambres d'hôtes, et on accueillait beaucoup d'étrangers. C'est comme ça que ça m'a donné l'envie de faire des langues. Donc, j'avais toujours cette ouverture. Et je suis partie à Paris, comme beaucoup de gens qui viennent de la campagne, pour commencer à travailler. Et je travaillais dans des rôles export, donc toujours en anglais, en allemand. Et on a eu l'opportunité, via mon mari qui était aussi, on était tous les deux consultants et souvent sur les routes tous les deux, et lui il était en mission à New York pour un client. Et donc le client lui a proposé de venir et c'est comme ça qu'on est arrivé il y a presque 16 ans. Tu parles combien de langues alors du coup aujourd'hui là? J'en parle combien encore, on va dire. Je pense que je pourrais bien le comprendre, mais je le pratique beaucoup moins. Je parlais l'allemand, enfin j'ai fait 10 ans d'allemand, j'habitais en Allemagne pendant presque un an. Après, j'ai aussi appris l'espagnol, qui en fait m'a servi aussi dans le début de ma carrière quand je travaillais chez Nestlé. Et puis même ici, en fait, parce qu'on entend beaucoup plus d'espagnol que d'allemand. Et ouais, j'avais fait un tout petit peu d'italien, mais je ne dirais pas que je parle l'italien. Il doit me rester 3 mots. Donc du coup, t'es arrivée aux États-Unis, enfin, tu parlais anglais sans aucun problème, et t'avais déjà une grande ouverture sur l'international. Est-ce que c'était, tu disais quoi, t'étais intéressée par ces différentes langues, mais est-ce que c'était un projet de vie avant que ça se présente à vous, pour vous, de partir à l'étranger? C'est une bonne question. En fait, je pense. Est-ce que vous l'aviez conscientisé? Ouais, je pense pas. Je pense pas que c'était pas dans la to-do list de partir à l'étranger. Moi, j'étais déjà partie parce que j'avais fait une année en Allemagne, mais on n'avait pas cherché vraiment en se disant ouais, dans quelques années, on partira quelque part. Je sais pas si c'était peut-être moins tendance ou on l'entend. Enfin, il y avait moins de gens qui faisaient le tour du monde à cette époque-là, je pense. Donc du coup, c'était pas forcément conscientisé, mais une fois que c'est arrivé sur la table avec ton mari et du coup ton fils, parce que tu avais déjà un enfant, c'est ça? Ouais. Ça a été une question longtemps. Vous avez accepté facilement? Ouais, on a accepté très vite. Et je pense que en entendant d'autres gens qui ont fait le saut après, je pense qu'on s'est lancé sans vraiment trop chercher en fait. On a eu la proposition en avril. On s'est mariés dans la foulée. Bon, il avait fait sa proposition, mais bon, il était temps de se marier très vite. Pour les visas, tu veux dire? Ouais, on a eu la proposition en avril et on est parti en août, fin août. Ah ouais, vache. Ouais, mais en même temps, c'était quoi, 2006, 2007? 2007. Ah ouais, donc on est parti au même moment. Ouais. Bah, ça allait beaucoup plus vite aussi, les visas à l'époque. Ouais, c'est vrai que je me rends pas compte que c'était super rapide en fait. Enfin, maintenant, j'ai l'impression que c'est des trucs qui peuvent prendre 6 mois, presque un an, selon les visas. D'accord. Donc, du coup, vous arrivez sur New York. Est-ce que tu te souviens de quel type de visa vous aviez en poche? Ouais, on l'a eu très longtemps. Donc, on a eu un visa E2 parce que c'était pas un transfert puisqu'il partait chez son client. Donc, c'était un peu le seul visa à l'époque. Et bon, moi, la grosse condition pour nous, pour que ça soit viable aussi, c'était que je puisse travailler. Donc, j'avais le droit à un visa. Je pouvais travailler, demander un EAD, une autorisation de travail. Et donc, c'était le gros deal. Donc vous débarquez, vous posez vos valises à New York. Il y a toi, il y a ton mari, ton aîné qui a quel âge à ce moment-là? Il avait 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc on est encore au stade de la crèche aux États-Unis. Ouais. Comment se passe votre arrivée? Je sais pas. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ouais. Est-ce que comme justement le départ s'est fait assez rapidement, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs? Ouais, parce que je pense que on n'avait pas fait une recherche comme j'entends certains faire des recherches très très développées. Voilà, on nous avait annoncé un bon salaire. Enfin, vu des États-Unis, on se disait vu de France, ça a l'air super. On déchante un peu quand on arrive aux États-Unis parce que surtout à New York, la vie est super chère.
On est arrivé sans logement avec 6 valises parce qu'on n'avait pas fait de déménagement. Les cartons sont toujours quelque part en France chez mes parents. C'est vrai. Ouais, 16 ans après, le cadeau empoisonné. Voilà, ils ont déménagé nos cartons en même temps, d'une maison à l'autre. Mais ouais, donc on est arrivé avec nos 6 valises. On a fait, c'était vraiment, on est passé d'hôtel en hôtel. On a eu une amie d'une amie qui nous a prêté un appart quelques semaines qu'on n'a jamais vu, qu'on a rencontré beaucoup plus tard. Donc on a squatté un petit peu pendant le temps de trouver un appart en fait, parce que quand on arrive sans credit history, c'est super difficile à trouver. Du coup, on a dû mettre à peu près un mois à trouver. Donc entre les deux, on se baladait et on a signé même sans avoir vu le fameux appart parce que il avait pas les clés, le fameux broker, et il nous a fait visiter l'appart d'au-dessus en rentrant chez le voisin et nous disant c'est la même chose. Et donc, on a signé parce qu'en fait, on n'avait pas le choix et qu'il fallait venir dans l'Empire State Building quand même. On a signé notre premier lease dans l'Empire State Building. Donc, génial. Mais l'appart n'était pas dans l'Empire State Building. Non, l'appart était ici, dans l'Upper West Side. Là, l'endroit était super. L'appart... sans vue, enfin vue sur mur, mais ça l'a fait. Pour une première expérience, c'était chouette. Ouais. Du coup, vous avez un mois de battement un petit peu entre les deux. Tu parlais de credit history, tu veux décrire de quoi il s'agit pour ceux qui connaissent pas? Ouais, parce que alors pour louer un appartement, donc on vérifie en fait si on est des bons payeurs, en gros, si on paye nos factures, et ça c'est basé sur le credit score, mais que on développe au fil des années. Mais quand on arrive de l'étranger, on part de zéro et on a beau arriver avec déjà des années de travail, on n'existe pas. Donc il faut trouver des bailleurs qui sont ouverts ou qui peuvent aussi demander plusieurs mois de loyer. Je crois pas qu'on avait eu beaucoup de mois. C'était juste un bailleur qui louait des appartes assez facilement et qui, en général, gardait pas ses locataires très longtemps parce que c'était pas des immeubles super bien entretenus. D'accord. Au final, vous êtes resté combien de temps dans ce premier appart? On est juste resté 1 an, le temps de se faire notre credit history. Ouais, c'était correct, mais bon, c'était noir, c'était pas... C'était bon. Ouais. On voulait pas y rester plus longtemps. Ça faisait pas rêver, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux me raconter en fait ce qui s'est passé il y a 8 ans? En 2015, je m'étais mis à courir récemment. Ça faisait 1 an, je pense que je courais, alors que j'étais pas du tout une coureuse avant. Et donc, je préparais un semi-marathon. Il faisait très chaud cet été-là, enfin c'était en avril. Donc je courais beaucoup, je courais en brassière et à un moment, en fait, juste avant cette course, j'ai senti une boule dans mon sein. Et j'avais très peu de sein. Enfin, j'étais vraiment peu de sein. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre. En plus, j'étais assez à l'écoute de ça parce que j'avais ma voisine de palier qui avait eu un retour de son cancer du sein. Donc, est-ce que j'étais plus à l'écoute de mon corps? Est-ce que je faisais plus attention? Je sais pas si c'était psychologique. Et du coup, j'ai senti cette grosseur. Et bon, j'avais ma course. J'ai pris un rendez-vous, je crois, pour le lundi, donc le lendemain de la course ou le surlendemain. Et je vais voir ma gynéco que j'avais vue 6 mois avant. Donc j'étais vraiment dans mes suivis. Je l'avais vue en décembre même. Donc on était en mai. Et elle me dit ah oui, je sens quelque chose. Donc c'était assez facile au toucher. Elle m'envoyait tout de suite faire dans la journée une écho. Donc l'avantage d'être à New York, ça va super vite. Donc à l'écho, discours habituel, ça peut être, c'est peut-être rien, vous êtes jeune, on va quand même faire l'écho. Donc on fait l'écho. Ça leur paraissait anormal quand même, donc on va faire une ponction pour faire une biopsie. Une biopsie. Ouais. Toi, dans quel état d'esprit, toi, à ce moment-là, même quand tu as découvert ça, parce qu'il y a plein de fois, même en fonction du cycle menstruel, où tu peux trouver des grosseurs dans le sein. Comment est-ce que tu vis ces quelques journées, du coup? Je pense pas qu'au début, j'étais hyper inquiète. Enfin, je me suis dit, je vais aller faire mon suivi. Je vais aller voir ma gynéco. C'est elle qui m'avait accouchée. Donc j'avais un bon rapport. J'étais vraiment à jour dans tous mes suivis. Après, quand j'ai commencé à voir à la vitesse où ça allait, donc où elle m'a dit on va faire une écho tout de suite. Je me suis dit bon, c'est sans mauvais quand même.
Donc j'avais annulé mes rendez-vous de l'après-midi. Je l'expliquerai pourquoi, mais bon, j'avais vraiment une relation assez particulière avec la compagnie dans laquelle je travaillais, qui est une boîte créée par une femme. Donc je l'avais tenue, ma grande chef, en fait, la propriétaire de la boîte, au courant. Je pense qu'elle a suivi tout mon parcours. J'ai dit bon, j'ai une écho à faire. J'ai fait cette écho. Après, tout de suite, je pense assez rapidement, je me rappelle plus, c'est dans le jour qui suit, j'ai eu la biopsie. Donc on m'a fait tout de suite. Bon, ça commence à monter là. Et la biopsie, ouais, je pense que ça a pris 2 semaines en tout entre la première écho et les résultats de la biopsie. Alors les résultats de la biopsie, je me rappelle très bien parce que j'ai appelé ma gynéco un vendredi du bureau, puisqu'elle m'avait dit que j'aurais les résultats le vendredi. Et je l'ai appelée et donc elle me répond Hello sweetie, avec son air très Hello sweetie, how are you? Et elle me dit je voulais pas t'appeler aujourd'hui, je voulais te laisser passer un bon week-end. Et donc je dis bon ça sent pas bon. Et elle me dit no, can you come and see me? Bon, je dis ouais. Donc bon, je sentais que c'était pas bon si elle voulait que je vienne la voir. Donc j'étais au bureau. Donc j'étais en pleurs. Mon mari est venu me chercher. Donc mes collègues et ma boss savaient dès le début en fait, puisque avant même que mes parents, avant que n'importe qui sache, puisque j'étais au bureau, donc j'ai été voir ma gynéco ce jour-là, donc qui m'a annoncé donc oui, les résultats étaient pas bons. Et en plus ils étaient double pas bons, c'est que donc c'était cancéreux et j'avais un triple négatif. Alors pour expliquer, parce que je connaissais pas à l'époque ce que ça voulait dire, mais en gros les cancers du sein à 80% c'est hormonal. Ça dépend des hormones. Donc c'est des traitements qui sont très connus. Enfin c'est très ciblé en fait maintenant. Donc c'est vraiment le traitement est très ciblé. Alors que les triples négatifs sont des cancers, en tout cas ça évolue tous les ans, mais qui sont plus agressifs, qui concernent beaucoup les jeunes et la population afro-américaine. Donc c'est plus courant dans cette population-là et ils avancent très vite. Donc en général, tu le vois dans les yeux de tous les docteurs et les gens qui vont te soigner. Dès qu'ils voient oui, t'es un triple négatif, tu le vois en fait dans leurs émotions que ouais, c'est pas bon. Et du coup, moi j'avais 36 ans à l'époque, donc sans antécédents, j'ai pas de famille particulièrement touchée par des cancers, surtout des cancers du sein. Et du coup, j'étais un très bon cas d'école pour eux. Et en fait, tu commences les traitements de façon très agressive. Enfin, d'abord, il y a une période qui a duré, je dirais dire peut-être 3 semaines, 1 mois. Parce que j'ai eu le diagnostic le 29 mai et j'ai dû avoir ma première chimio fin juin. Et je me rappelle ce que c'était les fêtes de fin d'année, les graduations, des preschool. Et donc, du jour au lendemain ou dans la minute, on peut te dire il faut que vous veniez à l'hôpital maintenant. Et puis des fois, tu y arrives où on te dit non, en fait, on a annulé votre séance de chimio parce qu'il faut qu'on fasse encore un examen. Donc en fait, il y a une période qui est très stressante, qui était les 3 semaines avant qu'on décide du protocole. Une fois qu'on a le protocole en place, je trouve que bon, voilà, on a un plan d'attaque, on y va. T'as quelque chose auquel te rattacher. Voilà. Et ils comprenaient pas tout, ils regardent plein de taux différents. Moi, j'avais pas, j'étais suivie normalement, mais j'avais jamais eu de problème de santé, donc on n'avait pas de référence en fait sur plein de choses. Donc on savait pas s'il y avait des taux qui étaient bizarres ou s'ils avaient toujours été bizarres. Et j'ai attaqué par la chimio. Alors c'est aussi une grosse différence. En général, maintenant, quand je sais, quand quelqu'un m'annonce un diagnostic de cancer, selon par quoi ils commencent, je sais à peu près ce qu'ils ont. Parce que le triple négatif, on commence de façon agressive par la chimio pour stopper la progression dès que possible et pour réduire la tumeur. Enfin, dans mon cas, parce que moi, elle faisait, je crois qu'elle faisait presque 3 cm. Enfin, j'étais à la limite, en fait, du stage 3. Donc, c'était assez gros. Surtout que moi, j'avais presque pas de poitrine. Donc, on a attaqué par la chimio pendant 2 mois. Je pense 2 mois et demi. J'avais, en fait, une séance tous les 15 jours pendant 2 mois. Donc, tout l'été. Et j'ai dû finir en septembre. Après, on te laisse un petit peu de temps pour récupérer. Parce que après l'étape d'après, c'est la chirurgie.
Mais il faut quand même que tu aies un peu récupéré parce que la chimio, c'est vraiment le plus dur de ce qu'il y a dans les traitements. Après, la chirurgie, c'est une épreuve, mais c'est pas pareil. Et puis, bon, les rayons, pour moi, c'était pas grand-chose. Mais la chimio, c'est à chaque séance, ça s'empire. En fait, ton état. J'ai jamais été malade du cancer, puisque en fait, j'ai été malade des traitements du cancer. Enfin, j'ai subi les conséquences plutôt des traitements. Puisque sinon, c'est indolore, en fait. Il n'y a pas de douleur d'une tumeur. Enfin, il y aurait peut-être plus tard, mais je veux dire, à mon stade, il n'y avait pas. Donc, tu fais les traitements et t'es de plus en plus faible. Et t'avais quoi comme symptômes? T'en as tellement et ça change à chaque séance. Ça dépend de chaque personne aussi, j'imagine. Ouais, déjà, tu t'affaiblis de façon générale, puisque le cancer, il attaque Enfin, pas le cancer, la chimio attaque les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules bonnes. Donc t'es plus fatigué, t'es sujet à tout ce qui traîne. Donc, un coup de froid pour toi, ça va être... j'ai récupéré un bouton de fièvre. Un bouton de fièvre, pour quelqu'un normal, c'est rien du tout. Mais pour moi, ça a décalé une séance de chimio. J'ai été aux urgences. Et c'était tout ça avant Covid, où on faisait moins attention. Je n'avais pas de masque. J'allais au bureau en métro. Parce que en fait, j'ai jamais arrêté de travailler. Et donc, j'allais au bureau toute la semaine. C'était pas du télétravail aussi à l'époque non plus tant que ça. Donc, j'allais au bureau je crois que ma séance était le mercredi après-midi. Donc, j'allais au bureau jusqu'au mercredi matin. Mercredi après-midi, j'allais à l'hôpital. Je faisais ma chimio. Généralement, je restais quand même le reste de la semaine à la maison parce que bon, le surlendemain ou surtout sur la fin, tu deviens très faible et bon, c'est un peu dangereux d'être dans les transports et tout ça. Et après, je revenais. En général, j'avais 4 jours. Et le lundi, je repasse. J'avais une semaine sans rien où tu reviens et puis tu renchaînes. Et plus ça va, plus ton corps en fait s'affaiblit. J'étais pas énormément particulièrement. J'avais pas beaucoup de réserves, donc plus ça va, plus t'es fin. Donc ça c'est le plus dur, la chimio. Et ça a été un choix de ta part ou c'était juste pas une option de t'arrêter pendant tes traitements? C'était pas une option. Enfin, on me l'a jamais proposé. Le seul arrêt de travail que j'ai eu, c'était pour après la chirurgie parce que j'avais 4 semaines d'immobilisation. Mais en fait, après, sinon, si on prend un arrêt, c'est vraiment, on n'a plus de revenus en fait. Il y a une protection. Short-term disability ou. Ouais. Et je pense qu'on peut pas t'es protégé aussi pendant peut-être 6 mois et puis ce serait difficile à licencier dans tous les cas parce que tu peux pas licencier quelqu'un de malade. Enfin, tu pourrais attaquer, mais t'aurais pas il y a pas de revenus en fait. C'est que t'obligerais pas à te payer. On garderait ton poste. C'est quand même dingue ce système. Ouais, non. Et j'entends en France des gens qui ont le même problème et qui vont s'arrêter de travailler pendant 1 an. Moi, j'ai eu 8 mois de traitement et j'ai eu 4 semaines d'arrêt maladie. On parle souvent des coûts aussi, des frais de soins de santé. C'est très souvent fourni par l'employeur aux États-Unis quand tu es salarié. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, c'est la première chose que tu vérifies. Ouais. Ce qui est fou quand même, ça devrait pas être ta première question, quoi. Ouais, non, c'est la première chose qu'on te dit. Donc, ma gynéco m'avait dit, si tu peux, tu vas à Memorial Sloan Kettering, qui est le top du top. Le top du top en hôpital qui fait que du cancer. Donc, c'est vraiment leur spécialité. Et il faut vérifier si l'assurance le couvre, quoi. Donc, j'ai de la chance, c'est que mon assurance le couvrait. Donc, j'étais plutôt bien remboursée. Après, il y a toujours un peu de ta poche. J'ai jamais fait le calcul, mais c'est comme quand tu accouches ici. Je crois que mon fils, celui qui est né ici, il m'a coûté $1 500. Là, en fait, c'est un maximum, en fait. Donc, oui, j'ai atteint le plafond voilà, deductible. Ce que tu peux dépenser. Ouais, et puis même au-delà du deductible, il y a un moment où tu peux pas. Je sais pas si c'est le chiffre exact, mais je crois que tu peux pas dépenser plus de $10,000 de santé de ta poche. Après, c'est fini, t'as atteint le plafond de l'année. Parce que les $10,000, je les avais passés en 3 secondes. Parce que les montants des chimios, les montants des médicaments, la chimio, ça coûte très, très cher. Les opérations, je sais pas, c'est peut-être du $70,000 l'opération. Enfin, tu vois les factures puisque tu les reçois. Mais moi, ça pouvait pas me coûter plus de $10,000 par an.
Et alors, tu vas justement dans cet hôpital dont tu me parlais, un hôpital. Les hôpitaux américains, c'est une expérience aussi, si je puis me permettre. Et tu me disais l'autre jour que il y avait une aile dédiée en fait à ce que tu vivais, au traitement que tu recevais, et qui était finalement tournée de manière assez positive. Tu peux m'expliquer un peu? Memorial Sloan Kettering, c'est un énorme hôpital qui a, je sais pas combien d'immeubles dans l'Upper East Side, mais en fait, selon le type de traitement, on va être dans un bâtiment particulier et notamment pour le cancer du sein, il y a un immeuble dédié au cancer du sein. C'est un peu pareil que les écoles, mais ça marche beaucoup par les donations. Donc tous ces grands hôpitaux ont des donateurs qui sont très généreux. Donc celui-là, en l'occurrence, c'est par la famille de Estée Lauder. Donc ils ont beaucoup donné d'argent et donc ils ont un bâtiment très moderne et qui a pas du tout ce sentiment d'être dans un hôpital. Donc déjà, il y a pas de gens en fait de cancer du sein qui vraiment restent une nuit à l'hôpital. Mais ce centre pour les traitements, ça ressemble comme n'importe quel immeuble, même comme un hôtel en fait. En fait, on arrive, il y a un lobby avec un concierge où tout le monde personne n'est habillé en médical. Donc dans les personnels d'accueil. Les salles d'attente sont très très jolies, même un nouveau bâtiment qu'ils ont ouvert, les meubles, je les verrais bien chez moi. Même les personnels, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vient nous chercher. Donc les docteurs et les infirmières vont être en tenue médicale, mais les personnels d'accueil, personne n'est en tenue médicale. Ils sont. Ouais, c'est dingue. Et en fait, ça change beaucoup le sentiment. En fait, du coup, on se sent pas comme dans un hôpital. Et j'ai dû aller dans d'autres ailes. D'autres immeubles du centre pour d'autres opérations, ou particulièrement ceux des enfants, des enfants qui sont traités pour le cancer. Là, c'est vachement plus émotionnel, en fait, de voir... et le fait d'avoir isolé un peu, ça permet de pas avoir ce sentiment de se sentir malade, de voir d'autres malades encore pires que soi. Donc, ça joue sur le moral, ouais. Ah ouais, j'imagine. Et alors... comment est-ce que tu vis tout ça? J'imagine bien que c'est une épreuve. D'un point de vue au niveau de ton mental, comment est-ce que tu partages ça avec ta famille? Et ma question un peu sous-jacente là-dessus, c'est aussi, on a tendance parfois, j'ai l'impression à pas tout partager finalement avec ceux qui sont restés en France pour les protéger d'une certaine manière parce qu'ils sont loin de toute manière. Et du coup, voilà. Comment est-ce que tu partages? Tu crées quand même un blog pour donner des nouvelles. Comment ça se passe? Est-ce que tu partages entre guillemets tout, tu vois? Est-ce que tu partages tes doutes aussi? Comment ça se passe? Ouais, c'est intéressant comme question. Alors, en fait, j'ai partagé de façon assez limitée, en fait, avec mes proches. Donc, ouais, j'avais un blog, mais c'était un blog privé, donc où tout le monde n'avait pas accès. Le but du blog, c'était que, quand même, tous mes proches, ma famille, mes amis français ou d'ici étaient au courant. Mais comme je voulais pas répéter 15 fois la même chose après chaque rendez-vous, en fait, j'avais créé ce blog pour, au lieu de répéter, de renvoyer un email à tout le monde, c'était posté où on en était. Mais sur les réseaux sociaux à l'époque, parce que je reviendrai après, je l'ai pratiquement pas partagé. Enfin, je pense que je l'ai pas dit du tout. Donc, il y avait même les gens avec qui je travaillais, mes clients, personne ne savait que j'étais malade, à moins que j'ai eu une présentation. Et je me rappelle, j'ai fait une présentation où je suis allée en personne, où j'avais plus de cheveux, donc j'avais un foulard qui portait mes cheveux, mais on le voyait. Je pense que c'était visible que j'étais malade. Mais même après, je l'ai dit à mes clients des années après, à certains, personne ne savait que j'étais malade. Et j'avais pas, je sais pas, à l'époque, j'avais pas trop voulu, en fait, le diffuser. Je l'ai fait peut-être des années après, peut-être 3 ans après, pour plus... sensibiliser. Ouais, pour en parler, parce que aussi, je pense que ça l'est peut-être un petit peu moins maintenant, mais c'est presque des fois un peu vu comme une honte, ou comme... ça peut être négatif, en fait, on peut... donc j'avais un peu peur de l'impact, et aussi c'est aussi la façon dont t'es perçu. Tu veux pas non plus avoir un peu la pitié, et tu vois des réactions très très différentes quand tu l'annonces, parce que t'as ceux qui sont là pour te supporter, qui sont tout de suite battants, t'as ceux à qui ça fait peur
Et ça peut être lié, après j'ai compris des fois des situations, j'avais une collègue que je trouvais vraiment très distante et en fait j'ai appris après qu'elle avait perdu sa mère d'un cancer du sein, donc pour elle c'était rien envers moi, c'était que ça lui faisait peur et donc il y a des gens qui sont hyper ouverts, qui vont partager toutes les étapes. Moi j'étais un peu intermédiaire, j'ai partagé aux gens proches, mais je l'ai partagé que beaucoup plus tard, une fois que c'était fait. Donc maintenant, je vais pas partager mon cancer anniversary ou je vais le partager mais plus pour un peu sensibiliser aussi. Sensibiliser, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et est-ce que tu te souviens du jour où tu as annoncé ça, je sais pas, à ta famille à New York, à ta famille en France? Comment tu t'y es pris? Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps, donc je vois toujours une image qui revient dans mon Facebook où c'est pas du tout écrit, mais moi je sais que cette image-là, c'est ça. Parce que c'était un vendredi et mon fils était allé ce jour-là, je crois en sortie scolaire à Central Park ou je sais pas. Et ce soir-là, on est allé se balader tous les deux et j'ai toujours cette image de cette photo et je le savais très bien puisqu'on avait su en début d'après-midi, je crois. Et donc j'ai appelé mes parents tout de suite. Je me rappelle pas si ma belle famille, si c'est moi qui l'ai fait. Je me rappelle de l'appel à mes parents très très bien. Et ouais, c'est dur pour eux. On est à distance. Après, toute ma famille, ma belle famille ont été hyper supportives. Soutenants. Ils étaient soutenants, voilà. Puisque tout le monde est venu un petit peu au cours des traitements. Mes parents sont venus pendant la chimio. Ils sont revenus même après. Je pense qu'ils sont venus pendant la chimio. Mes beaux-parents sont venus pendant la chirurgie. Et tout le monde est venu passer Noël puisque j'ai commencé les traitements de radiothérapie la veille de Noël, je crois, le 23 décembre, je crois. Donc je pouvais pas voyager puisque je devais aller à l'hôpital tous les jours. Donc tout le monde est venu passer Noël à New York. Donc ça c'était très sympa. Donc j'ai été beaucoup soutenue par ma famille, par mes collègues aussi. C'était une boîte assez particulière, créée par une femme, où il y avait beaucoup de femmes, mais pas que. Mais ils avaient mis en place un système de repas, donc ils me faisaient livrer un repas pour ma famille à chaque jour de chimio. C'était vraiment, ils ont été super. Donc, ouais. Et puis j'avais beaucoup d'amis aussi. C'est important d'aller au rendez-vous toujours avec quelqu'un. Parce qu'on n'a pas forcément toute sa tête, c'est beaucoup trop d'informations pour une personne. Donc j'avais toujours ou mon mari ou une amie. J'avais une amie qui était infirmière, donc ça m'aidait quand elle venait avec moi à un rendez-vous ou à la chimio parce que elle comprenait ce qui se passait, donc elle pouvait m'expliquer. Et puis j'ai déjà entendu parler du chemo brain. Ouais. Ce qu'on dit, c'est t'as beau être là, t'as beau être concentré, mais le cerveau en fait est un peu dans les nuages, quoi, en fait, d'une certaine manière, et c'est difficile de retenir tout ça, c'est ça? Ouais, la mémoire en prend un coup. J'accuse toujours des années après que c'est moi chemo brain, mais je pense que c'est plus vrai. Mais mais au moment de la chimio, tu oublies des trucs. Après, tu notes beaucoup et c'est ce que je conseille à beaucoup de gens qui passent par là. Je l'ai même pas assez fait. C'est d'avoir un petit carnet où tu notes tout, les rendez-vous, mais aussi les émotions. C'est d'être difficile de rester en fait connecté à son corps qui nous fait vivre des choses si difficiles et en même temps d'en prendre soin. Enfin, j'imagine que tu as une relation à ton corps qui doit être complexe avec ce type d'épreuve. Ouais, après, ça fait relativiser sur plein de choses. Alors, pourtant, j'étais sportive puisque je venais de courir un semi-marathon. Et pour des Français, on mange plutôt pas mal, quoi. Donc, on n'a pas, tu te dis, bon, je suis quand même bien, je mange un peu de tout. Mais après, c'est vrai qu'on travaille sur plein de choses, sur écouter mieux son corps, et puis mentalement et physiquement, hein, parce que après, le plus dur, je sais pas si c'est le plus dur, mais après il y a aussi l'après-coup en fait, on m'avait prévenu, hein, mais ça vient pas forcément tout de suite, c'est peut-être un an après, un an et demi après, en fait, on a l'après-coup des traitements où on se sent un peu abandonné parce que on a fini l'attaque est finie. Et on n'a plus tous les suivis finalement toutes les semaines. On se sent un peu abandonné. Du coup, c'est un peu comme le postpartum, t'as la déprime. Ouais, ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Et moi, j'avais jamais
connu ce qu'était une dépression dans ma vie. Et ça a été une vraie dépression, quoi. Ouais, je sais pas combien de temps ça a duré. J'avais demandé un suivi, mais ça m'a pas plu. J'ai dû voir deux psychiatres ou je sais jamais la différence entre les deux, mais en gros très vite c'était on va vous donner des antidépresseurs. Et alors là moi j'ai dit non. Non, c'est pas, j'ai eu assez de médicaments. ouais, non, je n'avais pas du tout envie de rentrer dans ce cycle. Bon, après comme je faisais beaucoup de sport, c'est un peu le sport qui est devenu ma thérapie. Je dis pas que c'est forcément la recette miracle et que la thérapie, je pense que c'est très très bien. Moi, j'avais pas forcément trouvé un thérapeute qui me convenait. J'ai pas non plus trop insisté peut-être, mais c'est hyper important, ouais, le après coup. Au final, donc tu t'es retrouvée très entourée donc par l'équipe médicale, tu le disais, pendant cette période-là, qui s'est retirée donc une fois que la phase d'attaque s'est terminée. Est-ce que tu as réussi quand même est-ce que, enfin, tu vois, tes proches en fait aussi ont réussi à t'accompagner dans cette phase où ça a été difficile d'une autre manière, quoi, après le gros des traitements? Je sais, en fait, après la famille est tout loin, donc c'est assez loin. Je pense que c'était peut-être probablement dur pour ma famille parce que j'étais pas forcément, enfin, mon mari, mes enfants. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Je pense que ça durait peut-être 6 mois, mais bon, tu pleures facilement, mais ouais, j'ai la chance où j'ai retrouvé mon équilibre par le sport, par beaucoup de communautés que j'ai ici et de groupes. Donc finalement, j'ai rebondi. Mais c'est pas évident d'aider quelqu'un. Enfin, c'est pas. On n'est pas, on n'est pas psychiatre, on n'est pas thérapeute. C'est difficile. Ouais. Et je reviens un tout petit peu en arrière. Tu me parlais de l'annonce à ton entourage. Comment est-ce qu'on explique à ses enfants? Enfin, tu vois, est-ce que tu te souviens tu peux me raconter comment tu leur as expliqué? Je sais plus exactement. Je sais que mon grand, il avait 10 ans et à un moment, il m'a dit maman, c'est le cancer. Parce que je pense qu'on n'a pas utilisé le mot. Mais bon, à 10 ans, on comprend. Donc, ouais. Donc, lui, il a plus compris. Enfin, celui de 10 ans, je pense qu'il était très inquiet. Parce que il était grand. Celui de 5 ans, il a pas... donc, il avait 5 ans à l'époque. Et il était encore petit. Donc, je pense qu'il savait juste que maman était malade. Maman allait à l'hôpital. Mais comme en plus... en fait, on passe pas. J'ai jamais passé de temps à l'hôpital techniquement. J'étais là à la maison. Après, j'avais plus de cheveux. J'étais active toujours. Enfin, je faisais encore du sport et tout. Donc, je pense qu'il était moins inquiet. Mais mon grand, je sais que, il était protecteur à l'époque. Et je pense que lui, ça l'a peut-être plus marqué. Le petit, il sait aussi parce que ça finit. Enfin, c'est pas que ça finit jamais, mais 8 ans après, je vais toujours à l'hôpital régulièrement et tout ça. Donc, il sait. Il sait que maintenant il comprend en plus ce qu'il y a eu, mais je pense que c'est pas forcément évident. Je me rappelle plus exactement. Je sais qu'on n'a pas utilisé trop le mot cancer volontairement, mais c'est assez délicat avec les enfants aussi, ouais. Ouais, j'imagine. Et puis justement, le grand, s'il met le mot cancer, on imagine qu'il l'a pas toujours entendu dans des contexte avec une issue positive, et donc je sais pas j'imagine que voilà, ça crée des angoisses, et ça doit pas être facile de gérer ses propres doutes en plus de ceux de ses enfants. Ça a dû être un sacré cheminement. Aujourd'hui, tu vas bien? Ouais, aujourd'hui, ça fait 8 ans. Depuis c'est toujours comment on compte les années. Mais... tout pile, du coup, parce qu'on est en juin, là. Je compte le diagnostic en général, donc je compte le 29 mai. Donc pour moi, ça fait 8 ans. Parce que les traitements, c'est 8 mois après, mais je préfère l'année du diagnostic. Donc c'est quoi? C'est 5 ans après la rémission? Alors pour un triple négatif, ce qui compte, c'est vraiment les 3 premières surtout. Parce que les récidives sont plutôt dans les 3 premières années. Et après, après 5 ans, c'est quand même une phase assez finale. Et ouais, parce que la différence aussi, c'est que après, en fait, pour un triple négatif, il n'y a pas de traitement. Il n'y a rien. Moi, j'ai fait partie d'un essai clinique, donc j'ai eu un traitement, mais dont on ne savait pas si ça donnerait quelque chose. Je ne sais même pas s'ils peuvent le dire aujourd'hui, parce que il faut souvent plutôt 5-10 ans pour vraiment mesurer, en fait, si j'aurais une rechute et si ce traitement-là a aidé.
Donc après, passer les 5 ans, bon, et puis plus on s'éloigne, mieux c'est. Puis on a toujours quand même des suivis. Enfin, maintenant, j'ai plus qu'un suivi annuel, plus d'autres suivis dans tous les sens parce qu'on te regarde de tout ton corps dans tous les sens. Donc en même temps, on découvre d'autres choses qui finalement, tu aurais peut-être pu vivre avec toute ta vie sans que personne ne regarde. Tous les ans, au mois d'octobre, un peu partout dans le monde, débute la campagne Octobre Rose. Une campagne de sensibilisation dans le monde entier pour la prévention contre le cancer du sein. Ça fait 8 ans que c'est terminé pour Séverine. 8 ans qu'elle a mis cette histoire en partie derrière elle. Alors qu'est-ce que ça lui évoque, cet anniversaire, cette campagne annuelle ? Alors, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en fait, l'année avant que je sois moi-même diagnostiquée avec le cancer, donc j'avais participé à ma première marche aux courses, ça s'appelle Common Race for the Cure, ouais, et c'est à New York, mais c'est aussi dans plein d'autres villes. Et donc j'avais créé dans ma boîte une première équipe pour marcher pour cette cause. Et c'était pour soutenir ma fameuse voisine qui venait d'être diagnostiquée pour une rechute. Et donc ça, c'était en septembre de l'année avant de mon diagnostic. Et en fait, après, c'est devenu une tradition dans ma société que j'ai quittée depuis il y a 2-3 ans, mais qui continue à faire cette marche. Cette course tous les ans. Donc c'est un peu ma seule action, je dirais, autour d'Octobre Rose. Mais enfin, c'était sympa. C'est qu'on a créé cette équipe. L'année où j'étais malade, ma maman était là pour la marche. Et ils ont fait aussi la même marche ou similaire dans ma région. Donc ouais. Et puis en fait, dans ma société, on n'était pas grand, hein, on était 50 personnes. L'année après moi, je crois que c'est l'année après moi, ma collègue a eu un cancer des ovaires pendant sa grossesse. Donc après, on est devenus des experts du comment accompagner les gens. Et je crois l'année d'après, ma collègue en Angleterre a eu un cancer du sein. Et on était toutes à peu près du même âge. Donc, je veux dire, dans les 35, autour de 35-38 ans, quoi. Alors justement, quels sont les conseils que tu peux donner à une entreprise qui a en fait quelqu'un qui découvre un cancer ? Tu disais justement ces mobilisations de la communauté dans laquelle tu travailles. C'est un soutien qui est important en fait aussi. On sent une force, je sais pas. Ouais, non, c'est super important, surtout que bon, dans mon cas, mais dans plein d'autres gens aux US, parce qu'on est rarement à côté de sa famille, c'est important d'avoir ce soutien-là. La flexibilité, qui, je pense maintenant en plus avec le télétravail, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir offrir la flexibilité, le support. Et après, il faut respecter. Chacun est différent dans le sens où comment ils veulent avoir l'investissement. Moi, je sais que à un moment, ma chef était très, très partante. Ah oui, on va envoyer à chaque fois, chacune de tes chimios, il y aura un employé qui ira avec toi. Et en fait, non, je veux pas avoir. En fait, j'avais une copine qui était ma collègue, mais c'était vraiment une relation différente où, ouais, il y a des barrières quand même. Donc, il faut faire attention de chacun sa vie privée et un différents niveaux d'investissement. Donc, être là sans être trop là selon la personnalité des gens. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un petit mot, peut-être je sais pas, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu passais en fait ces mois difficiles de traitement ou quand on t'a annoncé ton diagnostic, enfin quelque chose qui pourrait peut-être bénéficier des auditeurs et des auditrices qui passent par là ou qui connaissent quelqu'un qui passe par là actuellement? Déjà, le conseil, le premier, c'est de faire attention à écouter son corps, en fait, de vraiment la prévention. Il y a que, enfin, c'est vraiment le premier geste, quoi, de bien écouter son corps et voir s'il y a le moindre changement d'être là. Et ouais, et après, je sais qu'on me pose souvent la question quand quelqu'un a un diagnostic, comment je peux aider. Et c'est bien d'être un peu proactive, en fait, parce que la personne va rarement vous dire. J'ai besoin de ça. Et c'est pas forcément en être consciente, ouais. J'imagine, de ce que tu as besoin. Et puis après, c'est toujours de ce respect vie privée aussi, de faire attention. Mais au lieu de dire tu veux que je t'apporte à manger, c'est tu viens et voilà, tu apportes, je sais pas, un plat et puis des petits gestes comme ça ou enfin d'agir, parce qu'en fait on n'a pas forcément la tête là-dedans et on est content en fait.
quand ça se présente, quoi, d'aller chercher les enfants à l'école pour l'ami qui est touché ou d'emmener les enfants faire une activité pour leur changer les idées aussi, quoi, à eux. Ouais, être à l'écoute des besoins aussi. Ouais. Mais écoute, je te dis un grand merci. Je suis heureuse de savoir que tout va bien pour toi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu vous partager le témoignage de Séverine, d'autant plus qu'il se termine plutôt bien. J'ai encore quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, à propos d'Octobre Rose. Si vous souhaitez vous engager, eh bien allez-y. Vous pouvez contacter ou vous rendre sur le site internet de la Ligue contre le cancer du pays dans lequel vous vivez. Vous pouvez aussi vous rapprocher des centres de traitement anticancéreux dans le coin dans lequel vous vivez. Il y a souvent des marches, des récoltes. Engagez-vous, c'est une super idée. Toujours à propos d'Octobre Rose, Séverine nous l'a dit, écoutez-vous, écoutez votre corps. Le cancer du sein ne touche pas que les femmes. Si quelque chose vous paraît suspect, que ce soit dans les seins ou ailleurs d'ailleurs, palpez-vous, écoutez-vous et allez voir quelqu'un en cas de doute. Ce ne sera jamais du temps perdu que de vous occuper de vous. Enfin, et dans un tout autre registre, avec Séverine, on a aussi parlé beaucoup de scolarité. Elle a 2 enfants, elle nous l'a dit, Romain, qui rentre à l'université, et Austin, qui a 5 ans de moins. Et avec eux, Séverine a appris tout ce qu'il y a à savoir finalement à propos de la scolarité new-yorkaise. Depuis le preschool, la maternelle, jusqu'à l'entrée à l'université, elle a découvert l'aspect compétitif qu'il y a entre les différentes écoles. Et bref, on en a parlé, on a enregistré notre conversation. Je vous sors l'épisode demain, alors soyez au rendez-vous. Je vous mets un petit extrait ? Allez, c'est parti. On parle toujours français à la maison, donc ça, ils ont toujours le français. On a tenté plein de différents cours, mais ils ont dû en faire peut-être 4-5 années quand ils étaient plus petits. Et c'était un peu la punition, en fait. C'était un peu comme ça que c'était subi, parce qu'ils avaient l'école déjà toute la semaine, et le week-end, on allait aller... je pense qu'on a fait la FIAF, la Fédération, je sais plus ce que ça veut dire, française. Donc là, ils ont fait des cours, ils en ont fait quelques années, on a essayé différents programmes. Après, on a abandonné un moment parce qu'on voulait pas non plus en fait, avoir un mauvais sentiment vis-à-vis du français, quoi. Que le français, c'était la punition. Donc on a un peu laissé tomber. Après, ils vont beaucoup en France. Enfin, on va beaucoup en France. Mais ils parlent tous les deux très bien. Mais bon, l'écrit, ouais, il a réussi quand même à passer cette fameuse classe niveau collège, AP, en candidat libre, sans avoir jamais fait un cours de français. Donc, soit le niveau est pas très élevé, soit il s'en est bien sorti, mais ouais. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve donc dans quelques heures pour la suite.